Messieurs Côté, Monsieur Poirier, Monsieur Rousseau. Alors, vous êtes attendus ici même à l'avant. On peut les applaudir. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous en cette belle soirée? Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à la maison Luigi Duvernay pour cet événement, disons-le, très spécial. Je m'appelle Martin Gélina. Peut-être que parmi vous, il y en a qui se posaient la question « Qui suis-je? » Je suis le nouveau directeur général de la Société Saint-Jean-Baptiste. Oui. Alors, c'est sûr que je suis très fier d'animer cette soirée et je suis tout aussi fier d'avoir été nominé, bien entendu, comme directeur général à la Société Saint-Jean-Baptiste. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Créé en 1975, à l'instigation de la section Montréal-Nord Notre-Dame-des-Prairies de son président d'alors, Jacques Bergeron, le prestigieux titre Patriote de l'année est décerné chaque année par la Société Saint-Jean-Baptiste à une personne s'étant distinguée dans l'avancement de l'intérêt national et des luttes démocratiques des peuples. Parmi les anciens récipiendaires, on compte notamment Jacques Parizeau, Bernard Landry, Camille Lorrain, Jean Duceppe, Fred Pellerin, Julie Snyder, Dr Gilles Julien, Hélène Penneau, Odette Sarrazin. Depuis 1923, la médaille Benemerenti de Patria souligne donc les mérites d'un citoyen ou d'une citoyenne ayant rendu des services exceptionnels à la patrie. Et avant d'aller plus loin et d'ouvrir cette belle soirée, j'aimerais une bonne main d'applaudissements pour les gens à la toute fin, ces gens que je vais nommer nos distingués invités. Monsieur le Président, merci d'être là avec nous. Messieurs les récipiendaires, merci d'être ici et vos membres de la famille qui vous accompagnent. Monsieur le député de la Pointe-de-l'Île, Monsieur l'ancien député de Longueuil, Pierre Boucher, Monsieur l'ancien député de Rouyn-Noranda, Messieurs les anciens DG, Mesdames et Messieurs du Conseil général, Présidents et Présidentes des sections, distingués invités, chers amis, merci d'être là. Et sans plus tarder, ouvrons cette belle soirée. Je laisse maintenant la parole au Président général de la Société Saint-Jean-Baptiste, Maxime Laporte, pour le début de cette cérémonie. Merci tout le monde. Alors, chers amis, bienvenue à la maison Luigi Duvernay. Bienvenue dans ce lieu où presque chaque jour retentit entre ses murs la parole libre. Dans cette maison, nous croyons que le Québec doit être libre, comme nous croyons à la liberté de tous les peuples et de tous les êtres humains de par le monde. Or, la liberté de parole, c'est aussi la liberté de parler sa langue, celle dont on a hérité à la naissance ou celle qu'on a épousée en épousant le pays. Car la langue, disait Bourgault, c'est le véhicule par excellence de l'expression et de la communication, un véhicule organique, indissociable de l'être qui la parle. Contrairement à une guitare, à un crayon ou à un ordinateur, qui eux aussi sont des instruments de communication, la langue n'est pas un objet, n'est pas un intermédiaire, elle n'est pas un médium dans la communication humaine. Elle fait partie intégrante de notre être. Elle se confond avec celui ou celle qui la parle, c'est-à-dire qui pense avec elle, qui ressent à travers elle. Alors, quand on s'en prend à la langue, quand on la dénigre, quand on manœuvre pour l'affaiblir, voire la faire disparaître, eh bien, on s'attaque directement par le fait même au cœur de ceux et celles qui la parlent, cette langue, et qui en ont fait leur dénominateur commun. Heureusement, pour défendre la langue, pour faire avancer son statut, nous pouvons compter sur quelques preux chevaliers. Il y en a beaucoup dans cette salle. Nous en honorons que 3 ce soir. Eux qui, chaque jour qui passe, veillent à nos intérêts, à nos droits en tant que citoyens, en tant que peuple québécois, à vivre en français.
Ce soir, nous allons donc honorer 3 jeunes juristes et militants d'exception qui, par leur action commune et individuelle, ont grandement contribué à l'avancement du statut de la langue française et de la recherche sur le droit linguistique au Québec. Le choix unanime de Maître François Côté, Maître Éric Poirier et du professeur Guillaume Rousseau trouve sa justification dans tous leurs faits d'armes entourant la récente publication chez LexisNexis du livre « Le droit linguistique au Québec », auquel d'ailleurs notre Fondation du Prix d'honneur, devenue la Fondation Maurice Séguin, a d'ailleurs apporté un important soutien financier. Et ce n'était pas perdu, loin de là, on a bien vu le succès emporté par ce livre. Et aussi, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais je tiens à souligner l'apport du chercheur Nicolas Proulx. Est-ce qu'il est parmi nous ce soir? Je ne crois pas. On pense à lui, puisqu'il a contribué, lui aussi, au livre dans le cadre de ses études de maîtrise. Et humblement, très humblement et modestement, ce 4e mousquetaire a décliné le prix que nous lui avions également offert, cela pour mieux mettre en lumière la plus grande part de travail assumée par ses 3 collègues. Mais je tenais à le dire. Déjà cité par les tribunaux supérieurs, cet ouvrage de doctrine juridique se révèle un incontournable désormais pour quiconque cherche à approfondir sa connaissance sur le statut du français au Québec et sur l'évolution notamment de notre charte de la langue française. Outre le rapport remarquable au progrès du droit linguistique québécois, nous souhaitons souligner par la même occasion les autres combats et accomplissements livrés par chacun de nos récipiendaires dans la poursuite de nos destinées nationales. Alors, je vais lire un sommaire biographique de chacun. Je vais débuter tout à fait arbitrairement par Éric Poirier. Monsieur Poirier, Maître Poirier, qui est avocat, évidemment, doctorant en droit à l'Université de Sherbrooke et à l'Université de Bordeaux et boursier du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, diplômé de l'Université d'Ottawa en criminologie et en psychologie, mais aussi de l'Université McGill en droit civil et en common law. Éric a notamment travaillé pour la Commission des lésions professionnelles et pour la clinique juridique Juripop en Estrie. Intellectuel engagé, il a été collaborateur à l'émission « Plus on est de fous, plus on lit », diffusée sur ICI Radio-Canada Première, et il siège présentement au Conseil supérieur de la langue française. Il est aussi l'auteur du livre « La charte de la langue française, ce qu'il reste de la loi 101, 40 ans après son adoption », un incontournable paru chez Septentrion à l'automne 2016. Fils de parents franco-ontariens, il a grandi en Ontario, il a fait ses études primaires, secondaires, puis le début de ses études universitaires. Il a donc été sensibilisé, c'est le moins qu'on puisse dire, très tôt aux défis que doit surmonter la langue française au Canada et en Amérique du Nord. Bravo! Maître François Côté, qui est titulaire d'un baccalauréat en droit civil, d'une maîtrise en droit de la biologie et d'une maîtrise en common law à l'Université de Sherbrooke. Il a également obtenu une maîtrise en droit international de l'Université Montpellier I en France et complète actuellement une thèse de doctorat en droit à l'Université de Sherbrooke qui a pour sujet l'analyse de l'impact, de l'incidence de la Charte canadienne des droits et libertés et de la pensée juridique de common law sur le droit privé québécois de tradition évidemment civiliste. En parallèle de ses études de 3e cycle, Maître Côté, après avoir effectué ses premières armes en tant qu'avocat d'affaires spécialisé auprès des particuliers, petites entreprises et organismes à but non lucratif, Maître Côté donc dirige maintenant son propre cabinet à Montréal, où il œuvre en tant qu'avocat et conseiller juridique spécialisé en droit civil et en droits fondamentaux d'une part, et en tant que recherchiste aussi en droit civil, en tant que recherchiste, auteur et théoricien du droit. Depuis 2014, Maître Côté s'investit de plus en plus à la défense ou la critique d'enjeux juridiques publics et il a participé à de nombreuses auditions, commissions parlementaires dans le cadre d'études de projets de loi touchant notamment la liberté d'expression, la laïcité et les droits fondamentaux. Très critique de la Charte canadienne des droits et libertés, de la jurisprudence de la Cour suprême et du multiculturalisme canadien tel qu'enchâssé dans la Constitution, Maître Côté, au travers de ses travaux, n'a cessé de se rapprocher de plus en plus des enjeux collectifs au cœur de la réalité québécoise. Au travers de ses publications et recherches, il a développé une expertise en droit linguistique qu'il aura, outre de nombreuses conférences au Québec, porté jusqu'à l'étranger pour défendre le statut et le sort de la tradition civiliste et de la langue française au Québec au sein de plusieurs forums internationaux,
En 2015, c'est ainsi qu'il a été l'un des représentants du Québec à l'occasion du premier congrès mondial des droits linguistiques à Teramo, en Italie. En 2017, avec notamment le professeur Rousseau, il a de nouveau agi en tant que délégué du Québec, cette fois à Hangzhou, en Chine, à l'occasion de la 15e conférence internationale de l'Académie des droits linguistiques. Et cette année, d'ailleurs, également avec le professeur Rousseau, il se rendra en Inde et en Pologne, toujours avec un même objectif, celui de faire rayonner le droit civil québécois et la langue française à l'échelle internationale. Par ailleurs, Maître Côté est également chargé de cours en droit au collège Técart, ainsi qu'à l'Université de Sherbrooke, où il enseigne l'histoire du droit, le droit des obligations et la responsabilité civile, ainsi que le droit hypothécaire. Maître Côté s'est particulièrement distingué en 2018, on s'en souviendra, en mettant en première ligne le mouvement de mobilisation professionnelle contre le barreau du Québec, alors que celui-ci, le barreau, cherchait à faire invalider judiciairement la totalité du droit québécois sous prétexte que le processus d'adoption des lois à l'Assemblée nationale ne serait pas suffisamment bilingue à la lumière de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. À l'issue d'une Assemblée générale extraordinaire et historique d'ailleurs, la première en ce genre, je dirais, qui a rassemblé plus de 700 avocats, l'opération de mobilisation a été couronnée de succès puisque l'ordre professionnel a été forcé de se désister de ces procédures, j'allais dire, scélérates, comme dit M. Michaud, Yves Michaud. Bravo, mon cher. Le professeur Rousseau, je prends une petite respiration, hein, il y en a beaucoup à dire sur chacun de nos récipiendaires. Alors, M. le professeur Rousseau, préalablement à l'obtention de son doctorat, il avait complété un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke, ainsi qu'une maîtrise en droit comparé de McGill, avec spécialisation en droit de la personne et diversité culturelle. Son mémoire de maîtrise portant sur le droit linguistique et le droit des religions a été publié sous la forme d'un livre intitulé « La nation à l'épreuve de l'immigration ». Il a ensuite effectué un stage et pratiqué comme avocat en droit public chez Fasken Martineau. Cette expérience de travail s'ajoute à celles acquises au ministère de la Justice du Québec, à la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, à l'Assemblée nationale du Québec et à Juripa Pestry, une clinique juridique, comme vous savez, qui favorise l'accès à la justice et dont il a été l'un des cofondateurs. Ses études doctorales en droit ont été effectuées à l'Université Paris I, Panthéon-Sorbonne et à l'Université de Sherbrooke et par extension de l'Université Laval. Sa thèse portant sur l'histoire du droit public et les identités au Québec et en France a remporté 2 prestigieux prix, celui de la meilleure thèse en co-tutelle Québec-France et celui de la meilleure thèse de l'Université de Sherbrooke dans la catégorie Sciences humaines. Le livre issu de cette thèse, L'État-nation face aux régions, a quant à lui remporté le prix Richard Arès de la Ligue d'Action nationale. Guillaume Rousseau est aujourd'hui avocat, professeur agrégé à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et professeur associé à la Faculté de droit de l'Université Laval. Dans ce contexte, et avec son équipe de doctorants en droit, il effectue des recherches en droit linguistique. Ces recherches l'ont mené à donner des conférences en droit linguistique autant au Québec, notamment pour le barreau, qu'à l'étranger. Et voilà. Enfin, Guillaume Rousseau, c'est aussi un intellectuel engagé dans le mouvement nationaliste au Québec. En 2006 et en 2014, il a été récipiendaire du prix André Laurando, attribué au meilleur article paru dans la revue L'Action nationale. Depuis une dizaine d'années, il est chercheur associé à l'Institut de recherche sur le Québec. Au printemps 2018, il a aussi participé à la mobilisation des membres du barreau avec Maître Côté et d'autres, qui a permis de mettre fin au recours de l'ordre professionnel visant, encore une fois, à bilinguiser intégralement le processus d'adoption des lois québécoises. Et mentionnant également que, parmi ses implications plus politiques, nombreuses, le Dr Rousseau a été candidat du Parti québécois dans Sherbrooke lors des dernières élections. Bravo! Alors, bref, il va sans dire. Il va sans dire que nous sommes en présence de jeunes intellectuels qui ont mis tout leur talent, leur passion, leur temps, leurs énergies au service du Québec et de notre belle langue française. Leur contribution est majeure en ce qu'elle pave la voie à des victoires concrètes, des victoires tangibles pour l'avancement du statut du français et des droits linguistiques des Québécois, sachant que de plus en plus, vous le savez,
Les débats sur les dimensions fondamentales de notre être collectif se transportent, pour le meilleur et pour le pire, surtout pour le pire, je dirais, hélas, devant les tribunaux. Moi-même, j'en connais un bon chapitre. Or, vu la nécessité d'être présent en tant que mouvement dans toutes les tribunes et dans tous les forums, le forum judiciaire n'est surtout pas à négliger, en parallèle, bien sûr, des actions portées, que ce soit à l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes, dans l'espace public et dans la rue. D'où la nécessité de pouvoir compter sur des travaux et des recherches solides, crédibles de la part d'universitaires chevronnés. Alors, puisse l'implication extraordinaire de ces messieurs servir d'exemple à tous ceux et celles qui rêvent et travaillent, surtout à l'avènement en ce pays d'une république libre de langue française, seule véritable voie de salut pour le peuple québécois. Vive le Québec français, vive le Québec libre. Merci. Avec l'accord de notre maître de cérémonie, je vais donc inviter nos trois récipiendaires sur la scène, le temps de très courtes allocutions. Mais non, d'allocution, vous prendrez le temps que vous voudrez. Alors, maître, confrère, je vous invite à prendre place et à vous de choisir qui parlera le premier. Alors, je serai bref. Bon, profitez-en, un avocat vous dit ça. Alors, bon, ça se prend avec un grain de sel. La première fois que je montais sur ce podium-ci, c'était il y a 5 ans, lors d'une première conférence que je donnais, qui était un peu mon entrée dans le monde du discours public, lors du débat sur la Charte des valeurs québécoises. 5 ans plus tard, et probablement quelques dizaines de millions de mots de trop prononcés en public, me voici maintenant à défendre les intérêts nationaux de la société québécoise au Québec et à l'étranger. Et cet insigne honneur qui nous est fait à tous, a de quoi nous rendre profondément humbles par sa portée, par tous les noms qu'il a côtoyés dans le passé, qu'on pense aux géants de la nation comme Bernard Landry, Jacques Parizeau, Camille Lorrain et autres, tous des gens qui ont défendu cette belle et grande aventure qu'est la langue française au Québec, qui est l'aventure de nos ancêtres, qui est la nôtre et qui, grâce à nos efforts soutenus et constants, et pas uniquement les nôtres, mais ces efforts de tous ceux ici présents, de tous ceux au sein de la société québécoise qui, chaque jour, luttent pour la reconnaissance, la promotion, le rayonnement de notre belle langue française, ce sera aussi l'aventure de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous pouvons nous réjouir, d'une certaine manière, de cette espèce de vent nouveau qui souffle sur les cycles politiques depuis les dernières années. Et on peut voir, et j'en tire un espoir profond, un certain changement de garde, un certain changement d'idéaux et un regain d'intérêt pour la défense et la promotion de la langue française. Et mes collègues et moi, en publiant notre livre aux éditions Nexis, nous attendions bien entendu à aborder un sujet d'importance, mais en moins d'1 an à être cité à titre d'autorité par les tribunaux, à être sur les tribunes publiques, c'est un témoignage du fait qu'il y a un intérêt pour la défense de la langue française. Et nous ne pouvons qu'être extrêmement fiers et humbles à la fois d'y participer. Et également, et là je m'adresse à tous les avocats du Québec, je suis on ne peut plus fier de ma profession. Remarquez que je ne parle pas forcément de mon ordre professionnel, mais de cette lutte acharnée que nous avons menée l'année dernière pour protéger la langue française au Québec, l'intégrité de l'Assemblée nationale, du droit français, de la tradition civiliste, contre une norme, disons-le, une norme constitutionnelle, vous me pardonnerez l'usage des guillemets, sans vouloir manquer de respect à Sa Majesté, mais à relents coloniaux, qui nous impose un droit linguistique datant du 19e siècle, alors que nous sommes de plus de 200 ans plus tard.
un peu moins de 200 ans, mais on se posera la question sur le bilinguisme canadien. Dans quel sens va-t-il vraiment? Toujours est-il que cette défense de la langue française, ce n'est pas que le projet d'une génération, c'est le projet de toutes les générations, celle avant, celle actuellement et celle après. Et c'est un honneur profond de participer à cette grande aventure en mouvement qu'est la langue française au Québec. Parce que les plaques d'immatriculation sur nos voitures disent bel et bien « Je me souviens ». Mais se souvenir, ce n'est qu'une étape pour continuer à avancer, pour que l'année prochaine, dans un siècle encore, on dise toujours « Je me souviens », parce que notre histoire n'est pas près de se terminer. Merci à la Société Saint-Jean-Baptiste. Merci à tous d'être ici présents ce soir. L'honneur est immense et nous en sommes humbles. Donc, que dire de plus? Je vais tenter de rajouter, alors qu'il n'y a plus rien à rajouter. La pertinence de l'ouvrage qu'on a écrit peut être illustrée par un exemple. 2004-2005, Paul Martin, premier ministre du Canada, veut réformer la loi sur les langues officielles à Ottawa. On sait qu'il est minoritaire, il va y avoir des élections anticipées bientôt. Il veut ajouter un argumentaire à sa campagne électorale. Il veut dire « Moi, j'ai agi pour les langues officielles, je veux avoir évidemment le vote des anglophones au Québec et des francophones hors Québec. » Ce qu'il veut faire en 2 secondes, c'est, dans la loi sur les langues officielles, il y a une dernière partie, qui est la partie 7, qui encadre le pouvoir fédéral de dépenser dans les champs de compétences des provinces. Donc, ce que ça dit, c'est quand le fédéral dépense, il doit prendre en considération l'intérêt de la communauté anglophone au Québec et des francophones hors Québec. Mais jusqu'à 2005, on ne pouvait pas saisir les tribunaux pour contester une décision budgétaire du gouvernement fédéral. En 2005, on rajoute la partie 7 au reste de la loi et un citoyen peut contester une décision du gouvernement fédéral qui décide de prendre de l'argent là puis de la mettre là parce que ça irait à l'encontre de la promotion et de la progression des langues officielles minoritaires. Ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la loi sur les langues officielles, pour la première fois, il y a un joueur qui pourrait venir ébranler certains postulats de la politique linguistique canadienne, et c'est le Bloc québécois. Parce qu'on se souvient, la loi sur les langues officielles est adoptée en 1969. Les 3 partis principaux qui sont représentés, le NPD, les conservateurs, les libéraux, appuient tous le principe. Donc, il y a quelques dissidents, il y a des gens qui vont s'abstenir, des gens qui ne voteront pas ou qui vont voter contre la loi sur les langues officielles, mais reste que les partis organisés appuient le principe. En 1988, c'est Brian Mulroney qui réforme la loi sur les langues officielles. Encore une fois, les 3 partis politiques, encore une fois, il y a des dissidents qu'on va appeler des dinosaures du Parti conservateur qui vont être dissidents de leur chef et qui vont voter contre la réforme. Mais reste que les 3 partis, encore une fois, financés, organisés, institutionnalisés, vont appuyer le principe. Mais là, on est en 2005. Pour la première fois, le Bloc québécois est présent. Et ce qu'il peut faire, c'est remettre en question certains postulats qu'on connaît, comme par exemple, la loi sur les langues officielles défend l'égalité des langues. Mais peut-être que finalement, c'est un peu une chimère, parce qu'il reste qu'il y a 2 langues, mais elles sont dans les faits complètement inégales. L'égalité des communautés, mais là, vous n'allez pas nous faire à croire que la communauté anglophone au Québec et les communautés francophones hors Québec sont égales et qu'on pourra les mettre égales. C'est 2 situations complètement différentes. Aussi, égalité, la loi sur les langues officielles s'applique alors que les provinces sont égales, mais il y a une province qui est différente des autres parce qu'il y a une majorité francophone, une histoire qui est différente. Donc ça doit évidemment être pris en compte. Donc, pour la première fois de notre histoire, il y a un joueur qui peut aller plaider ça à Ottawa. Et ce qui va arriver, donc en 2004-2005, en Chambre, donc à la Chambre des communes, le Bloc québécois fait un excellent travail lors de la première, 2e et 3e lecture du projet. En comité, on a les libéraux, les conservateurs, les NPD qui font venir des experts, des démographes, ils font venir des experts, ils font venir des politologues, des profs de droit, réputés de l'Université d'Ottawa, de l'Université McGill, du Canada anglais, qui font un excellent travail, mais qui ont toujours le même prisme, qui voient la politique linguistique canadienne toujours du même angle. Et qu'est-ce que le Bloc québécois fait? Il fait venir témoigner certaines personnes au comité, mais personne qui peut égaler l'expertise qu'on présente de l'autre côté. Qu'est-ce que ces experts-là auraient pu venir dire? Auraient pu venir dire beaucoup de choses, mais 3. Venir dire et démontrer 3 choses. C'est pas vrai, premièrement, que la loi 101, c'est juste le prolongement
de la politique canadienne. C'est pas juste le prolongement de ce qui est prévu dans la Charte canadienne des droits et libertés. Pourquoi? Parce que le rapport majorité-minorité n'est pas le même, est complètement différent ici au Québec que dans le reste du Canada. Deuxième chose, on pourrait venir dire, c'est pas vrai que la loi 101, c'est juste, ou que la politique linguistique québécoise, c'est juste une multitude d'interventions ponctuelles pour régler des problèmes ici périodiquement. Comme par exemple, on a un problème avec l'accès à la profession, ben on va amender le code des professions. On a un problème sur les planchers de travail, ben on va amender le code du travail. On a un problème avec le droit de la consommation, parce qu'il y a un rapport inégal entre le consommateur et les entreprises, ben on va amender le code de consommation. C'est pas vrai, au Québec, c'est pas comme ça que ça marche le droit linguistique, et c'est ce qu'on a voulu démontrer. On a une charte qui encadre le vivre ensemble, et ça, c'est sans précédent au Canada. Donc, ces experts-là, et ça ne veut pas dire que c'est toujours les droits du français qui vont l'emporter, puis que le français partout, puis qu'il n'y a pas de place pour les autres langues. Ce qu'on a voulu faire, c'est remettre de l'ordre. Donc, finalement, la loi sur les langues officielles, la réforme va être adoptée, le Bloc québécois va voter contre, et ça va servir d'argument de campagne plus ou moins réussi pour Paul Martin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au débat des chefs, janvier 2006, Paul Martin va attaquer Jules Duceppe comme quoi qui s'oppose au développement des minorités. Et Jules Duceppe va comme rejeter ça du revers de la main en disant non, mais votre loi, ce qu'elle voulait faire, c'est finalement promouvoir l'anglais au Québec, donc allez vous rhabiller. Donc finalement, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? On sait que Paul Martin a perdu ses élections, donc ça n'a peut-être pas marché. Bon, mais qu'est-ce que ça fait, cet ouvrage? Qu'est-ce que ça aurait changé en 2004-2005 si on avait eu un ouvrage de cette sorte? Parce que des ouvrages, est-ce que c'est juste de la théorie, puis finalement, ça remplit les tablettes de nos universités, puis que c'est jamais consulté? Mais ce que ça change, et on l'a illustré jusqu'à présent, c'est que grâce à ce livre-là, notamment, on vient à bout de faire reculer le barreau du Québec, alors qu'au début, tout le monde nous disait que c'était impossible. Ce que ça change, par exemple, c'est que ça vient renforcer le fait que l'école anglaise est réservée aux membres de la communauté anglo-québécoise seulement, devant nos tribunaux. Donc, ce que ça aurait fait en 2004-2005, j'ai pas de bulle de cristal, j'ai aucune idée, mais ce qui aurait pu arriver, c'est que les amendements que proposait le Bloc québécois en comité auraient pu être rédigés de façon à ce qu'ils ne soient pas rejetés pour un problème de règlement. On ne sait pas, l'histoire, on ne la refait pas, mais ce que je veux dire, c'est que là, cet ouvrage-là remplit un trou qui existait à l'époque et qui est enfin comblé. Donc, la pertinence est démontrée, et je finis avec quelques remerciements. Je répète que la Fondation du prêt d'honneur de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, la Fondation Maurice Séguin, a donné un important montant pour ce livre-là. Donc, il faut dire que sans ce montant, peut-être que le livre n'aurait jamais vu le jour. Ça s'appelle un bon placement. Je remercie aussi Maître Maxime Laporte qui porte très haut le flambeau de la Société Saint-Jean-Baptiste et qui a démontré et démontrera, j'en suis sûr, qu'il fait partie des grands présidents que notre société a porté. Et aussi, en parenthèse, entre guillemets aussi, je note que Maître Laporte, dans sa requête en justice contre le gouvernement du Québec sur la langue de l'État, cite notre ouvrage. Donc voilà, une autre illustration de la pertinence. Je remercie aussi Maître François Côté pour sa bonne plume. Et aussi, ce qui est plutôt rare, en fait, de mon expérience, François Côté s'est vraiment passé de la théorie à la pratique. Puis dans le milieu universitaire, parfois, on voit rarement ça. Il y a comme deux segments, il y a les théoriciens et les praticiens. Et Maître François Côté sait très bien faire le pont entre les deux, donc chapeau. Nicolas Proulx aussi, et les autres étudiants qui ont travaillé, probablement Nicolas Rioux également, qui a travaillé sur l'ouvrage. C'est sûr que ça prend tout ce monde-là pour y réussir. Le professeur Guillaume Rousseau, qu'est-ce qu'on peut ajouter après ce qui a été dit? Je vais ajouter une chose qui n'a pas été dite, c'est que ce prof a vraiment une vision de ce qui doit être fait pour l'avenir en recherche, et il le démontre, et il le démontrera encore une fois, et ce n'est pas tous les profs qui ont cette intuition. Donc, bravo, puis je tiens à le souligner devant tout le monde. Aussi, évidemment, là, je suis dans les remerciements, mais je remercie ma blonde, Edith, qui est comme un peu la base de tout ça. Là. Je pense que si j'avais pas l'appui de ma blonde, je serais juste pas ici. Là. Puis aussi, mes amis de l'Ontario français, que je tiens à souligner. Donc voilà, des discussions qu'on a eues quand on était jeunes et qu'on a encore aujourd'hui, vous le savez ou vous le savez peut-être un peu, mais ça garde en moi la flamme bien animée, bien allumée.
Donc, j'accepte le prix, humblement pour 2 raisons. Parce que je sais que je ne suis pas tout seul là-dedans, donc je l'accepte, mais c'est un peu pour dire que sans vous autres, ça n'aurait juste pas été possible, donc je l'accepte pour le partager. Et deuxième chose aussi, Maître Laporte les a nommés, mais je l'accepte humblement, sachant la grandeur de tous les récipiendaires qui l'ont reçu avant moi. Donc je peux juste en être très humble. Donc merci beaucoup. Alors, pour ceux qui en doutaient, les élèves ont dépassé le maître. Je ne pourrais pas égaler leur talent oratoire, ni au niveau de la forme, ni au niveau du contenu. Alors, je vais me contenter de mon petit mot que j'avais préparé. D'abord, donc, bonsoir tout le monde. Je vais commencer par les traditionnels remerciements, parce que si je reçois ce prix-là ce soir, ce n'est pas en raison d'accomplissement individuel, c'est en raison d'accomplissement collectif auquel j'ai humblement contribué. Si on devait raconter un petit peu l'histoire du livre, dont on a oublié les copies dans le char, manifestement. Donc, si on avait puis il faisait trop froid pour que ça nous tente d'y retourner. Mais on va quand même raconter l'histoire de ce livre, dont vous trouverez une image sur Internet, si vous avez besoin d'une image. Donc, ça commence en 2012. Automne 2012. À ce moment-là, moi, je suis même pas encore entré en fonction comme prof de droit, puis je reçois un courriel d'Éric Poirier, que je ne connaissais pas à l'époque, qui voulait me parler de son livre qu'il est en train d'écrire sur la loi 101. Alors, on se rencontre et tout, puis j'arrive à le convaincre de non seulement poursuivre ses recherches en droit linguistique, mais de faire sa maîtrise en droit à Sherbrooke. Donc, ce qui démontre plusieurs choses. De un, mon puissant pouvoir de persuasion. Donc, il faut dire qu'Edith m'a aidé beaucoup, puisque sa charmante copine Edith vient de Sherbrooke. Donc, ça l'aidait d'avoir la belle famille sur place. Donc, premier point. Mais ce que ça illustrait aussi, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence en matière de professeurs spécialisés en droit linguistique, on s'entend? Donc, s'il est venu vers moi qui avait quelques mois d'expérience comme professeur, c'est parce qu'il n'y avait pas des tonnes et des tonnes de professeurs avec 30 ans d'expérience très actifs en droit linguistique, ce qui illustre qu'il y avait un besoin de ce côté-là. C'est paradoxal parce qu'au Québec, on est l'État en Amérique du Nord, c'est pas dans le monde qui a de la législation linguistique la plus développée. Alors que les autres États souvent se contentent de quelques dispositions sur la langue de l'État, les services publics. Nous, on a ça, plus les services privés qui sont également régis. Donc, c'est vraiment autre chose. Il y a vraiment une vraie législation linguistique très, très développée avec la jurisprudence, la réglementation, tout ce qui va avec. Et pourtant, il y avait peu de recherches qui se faisaient au Québec dans ce domaine-là. Donc, on avait vraiment un besoin. Ce qui existait dans la doctrine, au moment où on a commencé nos recherches en droit linguistique, il y en avait quelques-uns qui avaient fait du droit linguistique avant nous, mais l'essentiel, le gros ouvrage de référence qui existait, c'était Les droits linguistiques au Québec de Bastarache et compagnie. Droit linguistique au Canada, vous avez raison, j'arrivais à la prochaine étape avant le temps. Donc, ce qui existait, c'était le livre Les droits linguistiques au Canada, et qui est un très, très bon livre, un ouvrage de référence que je vous recommande, mais comme son titre l'indique, ça porte sur les droits linguistiques partout au Canada, et c'est essentiellement des professeurs, des avocats de Moncton, d'Ottawa, qui font du très bon travail, mais qui n'ont pas de perspective québécoise sur la matière et qui, finalement, nous parlaient plus du droit fédéral, du Nouveau-Brunswick, des autres provinces, toutes des choses intéressantes, mais il y avait peu de perspectives québécoises, puis même le droit québécois comme tel n'était pas nécessairement abordé avec autant de profondeur qu'on l'aurait souhaité. Fait que c'est vraiment dans ce contexte-là qu'avec Éric, on s'est dit, on va faire un livre de droit linguistique, on va répondre à Bastarache, l'ancien juge de la Cour suprême, nous, le prof de 2 ans d'expérience, puis le doctorant de 6 mois d'expérience. Nous, on va répondre à Bastarache, l'ancien juge de la Cour suprême, et on va faire notre livre. Puis pour leur faire un petit clin d'œil, on va l'intituler « Le droit linguistique au Québec », par opposition à « Les droits linguistiques au Canada ». Pourquoi? Parce que dans le fond, nous, ce qu'on souhaitait faire, c'est non seulement un livre qui reprend toute la loi, la réglementation, les publications de l'Office de la langue française, la jurisprudence, tout ce que vous pouvez imaginer, tout résumer ça dans un livre, mais ce qu'on voulait par-dessus tout, c'était restituer la cohérence du droit linguistique québécois, qui a une véritable cohérence avec la Charte de la langue française, son préambule, ses droits fondamentaux au début, le reste des articles qui viennent mettre en œuvre ces droits fondamentaux-là. Donc, il y a vraiment une vraie vision cohérente, mais là, avec la jurisprudence, la Cour suprême qui est venue invalider des petits bouts et tout, bon, la cohérence a pu un petit peu se perdre au cours des années, mais nous, on arrivait, je pense, à la restituer grâce à ce livre-là, à donc démontrer que, oui, il y a une cohérence, que par exemple, il peut y avoir un principe et des exceptions. Le principe, par exemple, de
l'école française, l'exception de l'accès à l'école anglaise. Et quand on dit principe et exception en droit, ça veut dire principe d'interprétation large, exception d'interprétation stricte. Alors, c'est le genre de, comment dirais-je, le genre de règles d'interprétation, entre autres, qu'on a mis en valeur, qu'on a fait ressortir de la jurisprudence pour démontrer qu'il y a cette cohérence-là dans notre droit linguistique et donc, qui est un droit de tradition civiliste, parce qu'on a vraiment cette cohérence-là, c'est cette vue d'ensemble, par opposition aux droits linguistiques au Canada, qui sont vraiment une accumulation de droits individuels, de problèmes concrets, solutions concrètes, problèmes concrets, solutions concrètes. Puis au fil du temps, ça évolue comme ça, c'est très bien, mais c'est une autre tradition juridique qui est celle de Common Law. Nous, ce qu'on voulait mettre de l'avant, c'était le caractère très civiliste de notre droit linguistique à travers, entre autres, la Charte de la langue française. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire. Bonne idée, besoin d'avancement des connaissances, parfait. On décide de faire ça. Ça nous prenait de l'argent. Et on a réussi à avoir du budget grâce, on le disait, à la Fondation du prêt d'honneur, aujourd'hui la Fondation Maurice Séguin, liée à la Société Saint-Jean-Baptiste. Également la Chambre des notaires, qui nous a également financé, et de manière quelque peu ironique, avec la suite des choses que vous connaissez maintenant, la Fondation du barreau également a financé notre œuvre, comme quoi on a mordu la main qui nous a nourris. Et je remercie quand même ces trois organismes-là de nous avoir financés. Évidemment, ça n'aurait pas été possible. Et je pourrais aussi, évidemment, vous faire la liste de tous les organismes qui ne nous ont pas financés, malgré nos demandes. Mais on sera encore ici demain matin, donc je vais passer rapidement là-dessus. Je vais vous en nommer seulement un, le Fonds québécois de recherche sur Société Culture, donc le principal fonds québécois de subvention à la recherche, notamment en droit, qui a refusé de financer le projet du livre, entre autres parce que, et je cite, un des chercheurs principaux, c'est-à-dire moi, ne publiait pas assez en anglais. Donc, c'était écrit comme tel, c'est même pas, j'ai gardé chez nous. Donc voilà, ça vous donne une idée où on en est dans le monde universitaire. Mais, malgré ça, grâce à d'autres sources de subventions, on a réussi à avoir un peu de financement, pas des masses, pas autant qu'on aurait voulu. Là. Si on regarde le financement qu'on a eu par rapport au nombre de pages de l'ouvrage, je suis sûr que c'est un record Guinness de tous les temps par rapport à d'autres projets de recherche qui vont chercher des montants très, très substantiels puis qui n'arrivent pas nécessairement avec autant de publications. Donc, ça a été possible, oui, parce qu'on a eu un minimum d'argent, mais aussi parce qu'on avait toute une équipe dévouée. Une équipe de recherchistes, de collaborateurs, d'auteurs qui ont vraiment travaillé très, très fort. Et je les soupçonne même d'avoir fait plus d'heures que ce pourquoi ils étaient payés. On ne le dira pas à leur syndicat, mais je soupçonne que c'est ce qui est arrivé. Alors, évidemment, François Côté, qui a fait un chapitre sur les recours et les modes de prévention et de règlement des différends, donc médiation et tout, en matière linguistique, évidemment. Et effectivement, comme Éric le soulignait, c'est vraiment un chapitre où on voit que le côté plus théorique, mais là, il y a aussi le côté très pratique. C'est beau avoir des droits linguistiques, là, mais ensuite, ça prend des recours, puis il faut savoir comment les mettre en œuvre. Et c'est à François qu'on a confié ce chapitre-là qui était vraiment stratégique, et il a fait un travail absolument incroyable. Nicolas Proulx, dont on a parlé tantôt, a co-rédigé avec moi un chapitre sur le droit international, parce que non seulement on a fait des chapitres sur les différents domaines auxquels s'applique le droit linguistique québécois, mais on avait aussi un chapitre théorique avec Éric, un chapitre historique avec moi, et un chapitre sur les liens entre le droit linguistique québécois et le droit international, puis c'est beaucoup Nicolas Proulx qui a contribué à ça. À ces auteurs et collaborateurs se sont ajoutés des recherchistes qui ont fait un travail extraordinaire. Nicolas Rioux, qui est ici aujourd'hui, que je salue, que je remercie, Julien Corona, Idriss Moukagni, donc qui ont fait vraiment un travail extraordinaire de nous sortir toutes les centaines de jugements qu'il fallait ensuite lire et analyser. Alors, on les remercie. Henri Brun, qui a rédigé la préface, quand même pas rien. Ça a été vraiment super apprécié. Et c'est donc grâce à toute cette équipe-là qu'on a pu démontrer plein de choses fascinantes. Je vous en nomme juste quelques-unes au passage. Avec le chapitre de François, on a pu démontrer qu'il y a des lacunes dans les recours, dans l'application de la loi 101. La loi 101, elle est solide dans ses principes, dans les droits qu'elle confère, mais parfois dans la mise en œuvre, entre autres au niveau des budgets, de l'Office de la langue et tout, là, il y a un certain manque, et je pense que François l'a bien relevé. Donc ça, c'est un apport du livre. Au niveau du chapitre sur le droit international, on a vraiment pu faire ressortir la très grande complémentarité entre le droit linguistique québécois et des grands instruments de droit internationaux, que ce soit la Convention de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, alors que souvent on oppose loi 101
et droit international, parce qu'il y a eu une ou deux décisions qui a pu y voir à une certaine époque un certain nombre de tensions. Mais ce qu'on a démontré, c'est qu'il y a beaucoup plus de complémentarité qu'il n'y a de tension entre notre charte de la langue française et les documents internationaux. En fait, la loi 101 s'inscrit dans un vaste mouvement d'affirmation des peuples, de défense des droits des minorités qui, dans les années 60 et 70, se développait. Donc, on n'a pas à rougir de ça. Au contraire, on était dans la marche de l'histoire, pour le dire avec un accent hegelien. Donc, c'est tout ce qu'a permis le livre. Et c'est même plus que ça. Parce que ces personnes-là, donc, que je vous ai nommées, non seulement ils contribuent à un livre, ce qui est déjà bien, c'est concret, mais c'est plus que ça, parce que le livre vient illustrer qu'on est une équipe. Puis à Sherbrooke, on est en train, peut-être, pour prendre un petit peu une formule à la Lévesque, on est en train peut-être de faire quelque chose comme une école de pensée originale sur le droit québécois, puisqu'on pense le droit en fonction de l'intérêt national, en fonction du peuple, pas seulement en fonction des droits individuels et des chartes des droits. Et juste ça, c'est déjà quelque chose de très original. Donc, on le fait en droit linguistique québécois. Éric le fait au niveau du droit linguistique fédéral. François au niveau du droit civil, Nicolas Rio travaille sur le fédéralisme, Nicolas Proulx sur la question de l'autonomie fiscale, Idriss Moukagni sur la justice constitutionnelle, et chaque fois, on le fait avec une perspective québécoise qui, malheureusement, est de plus en plus originale dans le monde académique qui est le nôtre. Et non seulement on fait de la recherche, mais quand il le faut, on passe à l'action politique. Et là-dessus, je pense que le travail qu'on a fait, mais surtout François, pour convoquer une assemblée générale spéciale, faire reculer le barreau qui tentait de faire invalider toutes les lois québécoises sous prétexte qu'elles n'avaient pas été assez adoptées en bilingue. Ça a été un beau moment, surtout que c'était, par hasard, l'assemblée générale était comme 2 jours avant le lancement du livre. Alors, à chaque fois qu'on allait au micro, on annonçait notre lancement 2 jours plus tard. Alors, c'était assez rigolo. En même temps, grâce au livre, on avait plein d'arguments à faire valoir, puis on avait une expertise qui faisait qu'on pouvait répondre aux bâtonniers et à toutes les autres qui avaient des arguments en sens inverse. Donc, ça a été vraiment une belle bataille qu'on a remportée à 52% contre 48%. Donc, c'était quelque chose. Donc, voilà. Donc, beaucoup de positifs dans tout ça. En même temps, j'ai envie de finir sur une note un petit peu plus générale, puis prendre acte quand même du contexte qui n'est pas facile. Plus généralement pour le Québec, pour notre génération. Je pense que c'est bien qu'on fasse notre boulot, nos livres et tout, qu'on ait cette possibilité-là, qu'on mène nos combats. Mais je pense qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. On est dans un contexte relativement difficile. Et là, je vais parler, peut-être que c'est un petit peu, ça manque un peu d'humilité, mais pendant un instant, je vais parler au nom de ma génération. Je ne sais pas où elle commence, où elle s'arrête, mais je vais me permettre ça pour dire que pour notre génération, c'est quand même pas évident, le contexte politique. Hein. Vous savez, pendant longtemps, être patriote au Québec, c'était simple. Être patriote, c'était on défend le français, on défend l'indépendance, puis on milite au PQ pour au Bloc. Hein. C'était ça, être patriote. On ne se posait pas de questions, on avait juste à faire ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, il y a d'autres causes que le français, d'autres questions identitaires qui prennent beaucoup de place puis qui, des fois, sont même plus complexes que celles de la langue. Donc, c'est pas simple. La question de l'indépendance se pose autrement. Plus largement, la question de la liberté du Québec se pose autrement. Le Parti québécois n'est plus le véhicule politique qu'il pouvait être pour une nouvelle génération. Fait que c'est vraiment pas évident, dans ce contexte-là, de faire son chemin, de continuer le combat, mais on le fait. On le fait en acceptant parfois que nos batailles sont peut-être parfois un peu plus défensives. On voudrait souvent être à l'offensive. Parfois, nos batailles sont plus défensives. Hein. Idéalement, moi, j'aurais voulu que notre génération, on adopte une nouvelle loi 101. Peut-être qu'on pourra le faire dans quelques années. Mais pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la loi 101 qu'on a, on la consolide, on restitue sa cohérence, on en fait une œuvre doctrinale qui vient solidifier les bases de la loi 101, qui vient donner des outils aux plaideurs pour vraiment donner toute sa puissance à la loi 101. À défaut d'en adopter une nouvelle, c'est ce qu'on fait. À défaut de faire l'indépendance à court terme, je ne sais pas si ma génération pourra la faire, mais certainement pas à très court terme, mais à défaut de faire l'indépendance à court terme, on se bat pour la validité de la loi sur les droits fondamentaux du Québec. Et là-dessus, Maxime Laporte a mené une bataille absolument extraordinaire. Il l'a gagnée en cour supérieure. Je suis persuadé qu'il va la gagner en cour d'appel. Donc, bataille défensive, mais c'est important de l'amener quand même. Quoi qu'en matière linguistique, et là, c'est l'autre exemple, évidemment, par rapport au barreau. Donc, c'est le barreau de Montréal, des avocats, nos compatriotes de la communauté historique anglophone, pour employer cette expression, qui sont allés à l'offensive, tenter d'invalider les lois québécoises, tenter de bilinguiser le processus législatif de l'Assemblée nationale. Et nous, en défensive,
on a pu les battre, mais on l'était en défensive. On n'a pas fait de gain, on a juste évité un recul. Mais là, je vous annonce que grâce à l'Institut de recherche sur le Québec, on travaille sur une étude qui va nous permettre dans ce dossier-là de passer à l'offensive. Donc, ce n'est pas un dossier qui est clos, on va pouvoir aller de l'avant. Donc, des batailles parfois plus défensives, c'est pas facile, parfois offensif, mais souvent plus défensives, mais c'est pas grave. Je pense qu'on va continuer d'aller de l'avant, même dans un contexte qui est peut-être moins facile que celui que d'autres générations ont pu connaître, quoique toutes les générations au Québec, ça n'a jamais été totalement facile. Fait que c'est dans ce contexte-là que j'accepte le prix de Patriote de l'année. C'est dans un contexte qui est difficile, puis je pense qu'on le vit comme tel, c'est un contexte difficile, mais ça n'empêche pas qu'il y a de l'espoir. Fait que moi, ce prix-là, je le prends vraiment, je l'accepte avec de l'espoir, avec du plaisir aussi, mais avec beaucoup d'espoir. Je le prends à la fois comme une récompense pour ce qu'on a fait, mais je le prends surtout pour un encouragement à poursuivre notre action, à poursuivre à la fois sur le plan des réflexions, mais aussi sur le plan des actions pour la cause du Québec, pour la cause du français, pour la cause justement du peuple québécois. Et je vous remercie d'être là, je vous remercie pour ce prix-là, puis je vous remercie de continuer avec moi cette bataille formidable pour le Québec qu'on aime tant. Merci. Non, mais qu'est-ce qu'un maître de cérémonie peut ajouter après ça? Alors que tous les mots les plus justes de la langue française et les plus empreints de sens ont été dits. Wow, messieurs, bravo, bravo. Ça ne fait du sens dans cette cérémonie que si on continue comme se veut la tradition. Alors j'invite la patriote de l'année 2017-2018 à monter sur scène pour la passation du titre de patriote de l'année. Alors, veuillez accueillir la patriote de l'année dernière, une femme engagée pour le bien-être de notre pays, de ses concitoyens, Mme Odette Sarrazin. Bonsoir tout le monde. Je n'ai pas l'éloquence de ces grands avocats, là, mais je vais y aller avec mon petit mot. Donc, j'ai été honorée d'être patriote de 2017-2018, titre que j'ai porté fièrement au nom de la mouvance citoyenne au Québec pour la défense de l'intégrité du territoire, de l'approvisionnement et de la qualité de l'eau et pour le droit de vivre dans un environnement sain. L'événement de la nomination de patriotes à chaque année nous rappelle la reconnaissance de nos droits, de nos valeurs démocratiques et de l'intérêt national. Et je dirais que l'intérêt national est des fois, en tout cas, prend un autre sens au Canada, là. En tout cas, en tout cas, il y a une on pense aux pipelines, là. En tout cas, il y a des mots qui ont été dits, là, que c'était l'intérêt national. En tout cas, mais c'est ça, je pense, nous autres, on sait qu'est-ce que ça veut dire. C'est un honneur de partager ces moments avec les 3 patriotes 2018-2019, avec les membres de la Société Saint-Jean-Baptiste et avec vous, distingués invités. Fait que nous avons besoin de toutes les intelligences pour faire un Québec, un pays. Et là, je me permets de vous citer un petit paragraphe, parce que je ne veux pas prendre de temps, mais d'Hélène Pedneau, qui a été nommée patriote en 2009-2010, à titre posthume, pour vous parler d'un pays. Un pays, c'est bien plus qu'un territoire, c'est bien plus qu'un État légal, bien plus qu'une maison ou un morceau de planète. Un pays, c'est un corps dans lequel on ne vit pas seul. Quand ce corps n'éprouve pas de désir, il meurt. Et quand dans ce corps, on ne se sent pas relié à toute la vie qui y circule, on devient fou ou impuissant. Le pays, c'est nous. C'est chacun de nous. C'est ce que je crois maintenant. Je ne parle pas de politique, je parle de vie. Fait que donc, je vous laisse sur ces belles paroles. Et voilà pour... Alors, sans plus tarder, on va demander à notre patriote de l'année dernière de remettre les médailles Benny Berency de Patria à nos patriotes cette année. C'est une tradition et Monsieur le Président va donc donner les médailles à Mme Sarrazin.
Alors là, c'est le temps de sortir vos appareils photo. Alors, mesdames et messieurs, pour clore cette cérémonie, la Société Saint-Jean-Baptiste vous invite à prendre un verre de vin et autres boissons à l'arrière. Et je vous rappelle que c'est le temps idéal pour discuter avec des avocats sans être facturé. Alors, profitez-en. C'est peut-être une première, une dernière dans votre vie. Merci à tous nos dignitaires, distingués invités, récipiendaires, amis et collègues. Bonne fin de soirée, tout le monde. Merci à notre maître de cérémonie. Merci à notre équipe qui a organisé ça, Mathieu Caroux, Valérie Martel, nos bénévoles, membres du Conseil général. Merci infiniment. On se revoit l'an prochain.